31 octobre, le pouvoir a bien changé de main au Burkina Faso. Blaise Compaoré est désormais out et c'est le général Honoré Traoré qui prend les commandes de l'État. Après 27 ans de pouvoir sans partage, le président Compaoré a abandonné la charge face à la poussée violente et déterminée de la population. Son entêtement à vouloir coûte que coûte modifier le fameux article 37 de la Constitution pour se maintenir au pouvoir n'a pas eu de longévité présidentielle pour lui. Blaise Compaoré retourne sur ce parcours de celui qui était jusqu'à ce jour le doyen des chefs d'État ouest-africains avec Sori Ibrahima Keïta. Je jure. Il jure désormais de ne plus achever son mandat, pourtant entamé avec punch. Le dernier qu'il avait volontiers placé sous les signes de la prospérité et de la solidarité. La faute au projet de révision de l'article 37 de la Constitution. La première bataille politico-militaire perdue en 27 ans de pouvoir. Arrivé au pouvoir un jeudi 10 noir, le 15 octobre 1987 pour être précis, il le perdra cet autre jeudi et encore en octobre et le 30 de 2014. Mais que d'eau a coulé sous les ponts. Suite à des divergences qui l'opposent au père de la révolution du Faso, Thomas Sankara, Blaise Compaoré s'empare du pouvoir en 1987 et commence un processus de rectification de la révolution. Il fallait attendre 1991 pour voir une nouvelle constitution adoptée. C'est la fin de 11 ans de régime militaire et le début du multipartisme et avec la traversée de la première zone de turbulence populaire consécutive à l'affaire Norbert Zongo. Il est élu en décembre de la même année à l'issue d'un scrutin boycotté par l'opposition. En 1997, sa majorité révise la Constitution en rendant illimité le septennat. 4 ans plus tard, elle est encore modifiée et le mandat redevient quinquennat illimité. Le régime est sur d'autres salves militaro-populaires, affrontements entre militaires et policiers en 2006, manifestations contre la vie chère en 2008, la très violente mutinerie doublée de manifestations populaires de mars-juin 2011. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est bien ce fameux projet de révision de l'article 37 de la Constitution, évoqué pour la première fois en décembre dernier, une révision dont le début de la matérialisation a mis le feu aux poudres. Conscient de la détermination du peuple, le doyen des chefs d'État africains, sans être le plus âgé, a préféré partir discrètement en pleine journée. Le médiateur des grandes crises de la sous-région et le non moins négociateur controversé, considéré à tort ou à raison comme faiseur de paix ou marchand de guerre, se révèle aujourd'hui lui-même ange à médiation. Merci Sori Ibrahima Keïta. Actualité nationale, le président de la République a quitté Bamako cet après-midi pour Conakry, Sierra Leone et Monrovia, 3 pays touchés par le virus Ebola. Au cours de ce voyage, le chef de l'État abordera certainement la situation de cette maladie en Afrique, mais surtout du dispositif mis en place par le Mali pour la lutte contre ce virus. Il faut rappeler que notre pays avait enregistré un cas d'une fillette qui est malheureusement décédée. Voilà, nous voyons le président de la République qui a quitté Bamako cet après-midi. Il a été accompagné à son départ par le Premier ministre Moussa Mara. Le président de la République qui a quitté Bamako cet après-midi pour Conakry, la Sierra Leone et Monrovia. Voilà, avant de quitter Bamako, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu aujourd'hui en audience Marie-Christine Saragosse. La présidente directrice générale de France Média Monde est venue rencontrer les plus hautes autorités de notre pays pour parler de l'anniversaire de l'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon à Kidal. Christine Saragosse a été également reçue par le Premier ministre Moussa Mara, compte rendu d'audience avec Tiemogo Sagara.
L'assassinat de Ghislain Dupont et de Claude Verlon le 2 novembre 2013 dans la région de Kidal a été le principal sujet évoqué au cours de ces audiences. Marie-Christine Saragosse a présenté au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta l'ensemble des courriers qu'elle a reçus à travers le monde pour condamner l'assassinat de ces deux Français à Kidal. Les deux personnalités ont parlé de la bourse Ghislain Dupont et Claude Verlon, mais aussi du projet Rédaction Manding qui démarre dans notre pays l'an prochain. Notre projet de renforcer encore nos liens avec le Mali, avec la rédaction Manding qu'on veut mettre en place à Bamako, mais pour arroser la plus vaste région où se parlent les langues mandingues. Pour l'instant, nous sommes en train de chercher les locaux les plus adaptés et nous allons ensuite devoir commander notre matériel pour créer notre studio. Et puis ensuite, nous allons recruter des journalistes ici, mais dans d'autres pays, des correspondants pour avoir ce sera une radio régionale avec une forte mission de service public, avec de la formation aussi, comme on a commencé à le faire là pour la bourse Ghislaine et Claude. Le même sujet était à l'ordre du jour avec le chef du gouvernement. Ici, la présidente directrice générale sollicite l'appui du gouvernement pour une enquête judiciaire face à l'assassinat des deux journalistes français. Le gouvernement malien et la justice et le juge d'instruction qui est indépendant font tout à fait le maximum que, évidemment, en ce moment, Kidal est une zone de guerre et que c'est très difficile d'y aller, donc ça entrave la justice. Il y a des gens qui peuvent néanmoins parler ici, ailleurs, et dire des éléments susceptibles de faire avancer l'enquête et un jour de demander raison aux coupables de leur acte. À présent, la teneur de ce communiqué du gouvernement de la République du Mali. Le gouvernement du Mali a appris avec regret la mort au Niger de 5 policiers, 2 gendarmes et 2 gardes nationaux nigériens. Ils ont été victimes de 3 attaques terroristes perpétrées simultanément dans la matinée du jeudi 30 octobre 2014 près de la frontière malienne. Le gouvernement du Mali présente ses sincères condoléances au gouvernement nigérien ainsi qu'à l'ensemble du peuple frère du Niger. Il condamne avec la dernière vigueur ces actes lâches et barbares et rappelle sa détermination à lutter contre le terrorisme de concert avec les forces de l'aménagement et les forces françaises. Le gouvernement du Mali réitère sa grande reconnaissance au Niger pour sa solidarité à l'égard du Mali depuis 2012 dans les domaines politiques, militaires et humanitaires et les sacrifices consentis par ses soldats pour la sécurisation du territoire malien et du Sahel. Le Premier ministre Moussa Mara a rencontré à la primature le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs des États généraux de la santé prévus en novembre 2014. Pour en savoir davantage, écoutons le ministre de la Santé Ousmane Kone. Il est au micro de Mahamadou Doumbia. La rencontre avait pour objet de restituer à M. le Premier ministre les résultats des forats régionaux dans le cadre des États généraux sur la santé. Et donc la commission d'orientation, le comité national d'orientation était venu rendre compte à M. le Premier ministre des résultats de ces discussions qui se sont tenues par groupe de régions avec l'implication, la plus forte implication des usagers. Et donc on a exposé les résultats et puis on a indiqué les prochaines étapes qui doivent déboucher sur un forum national qui devra se tenir dans le courant du mois de novembre. Mais ça, ce n'est pas spécifiquement d'une maladie ou de plusieurs maladies données. Il s'agit surtout des relations entre le corps médical et les usagers. Notre préoccupation, c'est de pouvoir parvenir à la meilleure satisfaction de l'usager et la meilleure prise en charge de l'usager. Les députés ont renouvelé hier leur bureau au titre de la 5e législature en cours. Le bureau ainsi mis en place est qualifié de consensuel par les députés de l'opposition et ceux de la majorité présidentielle. Le bureau a enregistré de nouvelles entrées avec l'augmentation de sa taille. L'opposition est passée de 2 à 3 postes et le RPM de 10 à 11. Mohamed Diarra, compte rendu. Sur 147 députés inscrits, 144 se sont exprimés pour le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale au titre de la 5e législature. Résultat du vote, 136 voix pour, 3 contre et 5 abstentions.
Pas de grand changement pour le bureau sortant, seulement la taille a augmenté conformément au nouveau règlement intérieur de l'institution. Les vice-présidents qui sont passés de 8 à 10 et les nouveaux membres sont respectivement Moussa Tambini du RPM et Aboubakar Ba de l'APM. En ce qui concerne les postes de secrétaire parlementaire, les 9e et 10e postes sont occupés par Brema Beridogo du groupe parlementaire DRD et Amadou Diabkile de l'ADMA-PSG. Ainsi, l'opposition obtient 3 postes contre 2 dans le bureau sortant, tout comme l'ADMA-PSG. L'APM passe de 4 à 5 et le RPM grossit son lot en passant de 10 représentants à 11. Majorité et opposition se félicitent de la mise en place d'un bureau qualifié de consensuel après moult tractations. C'est un bureau consensuel, les négociations ont abouti. Vous-même, vous avez vu que vraiment on a fait une liste bloquée et vraiment on a voté pour l'ensemble des membres du bureau et vraiment ça s'est très bien passé. Le blocage, c'était la répartition entre les différents groupes. Imaginez quand il s'agit vraiment des ambitions, non, obligatoirement il y aura des petites résistances depuis hier, mais aujourd'hui, dans la négociation, il est sorti de la fumée blanche et aujourd'hui, Dieu merci. Effectivement, c'est un bureau consensuel. Les 4 présidents des groupes que nous sommes, nous avons travaillé sur les postes à pourvoir et dans un consensus total, nous sommes arrivés à la liste qui a été lue. Et c'est pourquoi d'ailleurs vous avez constaté avec un grand bonheur que les différents postes ont été pourvus pratiquement à l'unanimité. Nous avons aujourd'hui 3 représentants dans le bureau contre 2 dans l'ancien bureau et c'est conforme à notre poids politique aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Au niveau des commissions, la liste proposée a été adoptée à l'unanimité par les députés. Là aussi, pas de changement sauf au niveau de la commission des lois où la présidence est désormais assurée par Idrissa Sangaré qui remplace le défunt Dramane Goïta. Nous restons à l'hémicycle où le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience aujourd'hui Cheikh Sidi Diarra, président du comité national d'organisation du sommet Afrique-France, qui est venu informer le chef de gouvernement, du chef de cette institution, des préparatifs du sommet prévu au Mali en 2016. Au cours d'échanges, les 2 personnalités ont parlé du rôle que peuvent jouer les parlementaires pour la réussite de ce grand rendez-vous. Écoutons Cheikh Sidi Diarra à sa sortie d'audience au micro de Tiemogo Sagara. Nous sommes encore à 2 ans et quelques mois du sommet, mais je peux vous assurer que la phase conceptuelle de préparation du sommet est suffisamment avancée. Nous avons mis en place 6 commissions thématiques qui travaillent sur les questions comme les infrastructures, la logistique, l'assainissement, la sécurité, la communication, les médias. La phase conceptuelle est suffisamment avancée et nous attendons une dotation en ressources pour engager la phase d'exécution. Notre préoccupation majeure, c'est de rattraper le déficit en termes d'infrastructures. La réalisation des infrastructures, ça demande un temps incompressible. Le deuxième souci, c'est l'assainissement de la capitale Bamako et son embellissement. Donc ça, c'est 2 choses auxquelles on va s'atteler très très bientôt dès que nous aurons le feu vert des hautes autorités du pays. L'Assemblée peut aussi jouer un rôle de plaidoyer à l'international auprès de ses sœurs assemblées des autres pays, pour en particulier les assemblées des pays africains, pour les sensibiliser, d'abord les informer par rapport à la tenue prochaine de ce sommet chez nous, mais aussi les sensibiliser quant à la représentation à un niveau le plus élevé possible de ces pays-là. Mais ce moment n'est pas encore arrivé. Le plus urgent maintenant, c'est que l'Assemblée discute des ressources à mettre à la disposition du Comité national d'organisation. Lutte contre la maladie à virus Ebola, les religieux s'impliquent. Une journée d'orientation des leaders catholiques, protestants et musulmans s'est tenue hier dans 3 communes du district de Bamako. L'initiative est de la Direction régionale du développement social avec l'appui financier de l'UNICEF. Compte rendu Alpha Maïga. Ils se sont retrouvés de part et d'autre. Il s'agit des catholiques.
Ensuite, l'association des groupements des églises et missions protestantes et évangéliques du Mali. Autre regroupement religieux concerné, le Haut Conseil islamique. Et c'est pour marquer leur engagement pour éviter le mal qui sévit actuellement. Ebola, dont le seul nom effraie à plus d'un. En clair, il faut combattre le mal. Mais pour le faire, il faut le connaître. Et c'est d'ailleurs là tout le sens des séries d'ateliers organisés. Je peux assurer que chacun de nous va donner le meilleur de lui-même afin que les Maliennes, les Maliens retrouvent la santé. Ceux qui sont là aujourd'hui, moi je leur demande d'être attentifs, de bien écouter, afin qu'à retour dans leur paroisse, dans leur communauté de base, ils soient aussi des apôtres, justement des relais de la formation qu'ils ont reçue ici. Ce ne sont pas des techniciens, mais qu'ils agissent en pasteurs. Notre premier rôle d'abord, c'est la prière. Parce qu'en toute chose, il faut confier la chose à Dieu. En plus de la prière maintenant, nous allons donner les informations nécessaires à tous les niveaux par rapport au district. La bonne information, c'est quoi? Le changement de comportement. Les différents ateliers sont initiés par la Direction régionale du développement social du district de Bamako. Le partenaire financier, l'UNICEF, n'est pas resté à marge pour accompagner les efforts du ministère de la Santé. Il y a un plan de contingence pour la santé qui a été élaboré et un plan de contingence par rapport aux activités de communication, mobilisation sociale. Et l'atelier qui nous réunit ce matin s'inscrit dans la mise en œuvre du plan de contingence de la communication, mobilisation sociale. Cette épidémie est une menace à la paix et à la sécurité nationale, voire internationale. La sensibilisation, je dis bien la sensibilisation, constitue le seul moyen de prévention. Aujourd'hui, c'est vrai, les mesures d'hygiène s'imposent. Prudence est mère de sûreté. Mais, tous les matins, au réveil, avant toute prière, il faut maudire Ebola, nous a confié un religieux. Dans la région de Tombouctou, la lutte contre la fièvre Ebola s'organise et s'intensifie. Les organisations non gouvernementales s'engagent à jouer leur partition en menant des actions de sensibilisation. C'est pourquoi d'ailleurs il n'est pas rare de voir des dispositifs sanitaires de lavage de mains au savon au niveau des sièges de certaines ONG. Adama Djimde, compte rendu. Stop à la fièvre Ebola. Les affiches sont visibles au niveau de certains centres de santé de la région de Tombouctou. Il en est de même pour le numéro vert accessible à tous, 80 00 88 2 fois, ou encore le 80 00 89 2 fois. C'est dire que la campagne de sensibilisation bat son plein avec le soutien des partenaires de notre pays, tels que l'OMS et l'UNICEF. Les ONG sont également de la partie. Elles appellent d'ailleurs la population au calme et à la sérénité, sans panique. Une attitude qui permet de mieux gérer la crise. Au niveau du Mali, partout où nous sommes, nous accompagnons le gouvernement pour sensibiliser les personnels de santé, nos propres personnels, mais aussi les relais communautaires et la communauté avec lesquels on travaille. Au niveau de toute la population, de ne pas paniquer puisque le ministère de la Santé du Mali a mis un cordon sanitaire et un système de surveillance. Même si nous avons un cas au Mali, eh bien le ministère avec ses partenaires sont prêts pour la gestion de ces cas et pour éviter qu'il y ait plus de cas. Je répète encore à tous les ONG d'aller au niveau du ministère et de les aider dans la lutte en s'intégrant dans le plan national, dans le plan régional. Message bien perçu par les ONG locales à l'image de l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS, basée à Tombouctou. Ici, un dispositif sanitaire est situé à l'entrée pour tous les visiteurs. Consigne stricte, lavage des mains au savon. C'est une bonne initiative de se laver les mains au savon avant de saluer qui que ce soit. C'est juste pour prévenir contre beaucoup de maladies, surtout Ebola qui est sur notre territoire maintenant. Nous sommes des agents de développement qui sont en contact permanent avec les populations. Donc là, nous avons vraiment une couche très, très sensible, les enfants. Donc nous avons présentement 50 centres à travers la région, donc où les superviseurs ont commencé déjà des actions de sensibilisation au niveau à leur niveau, quoi. Et au niveau vraiment comme je l'ai dit, des communes d'intervention aussi, nous avons des agents qui sont installés. Ils ont participé à ces séances de sensibilisation avec nous. Maintenant, ils sont vraiment au niveau du terrain pour réaliser des actions de sensibilisation au bénéfice des populations. Seules des actions d'une telle envergure pourront freiner la propagation du virus Ebola.
L'ORTM a également installé son dispositif sanitaire. La société Randgold vient en appui aux autorités de Kayes. En effet, le complexe minier Loulou Gunkoto a remis mercredi dernier un lot de médicaments dans le cadre de la lutte contre la maladie. Coût de l'opération 21 millions de francs CFA. Compte rendu Mahamadou Aliyoubari. Le complexe de la mine d'or de Loulou et Gunkoto SA vient de remettre un important lot de médicaments aux autorités de Kayes, d'une valeur de plus de 21 millions de francs CFA. Cette donation de médicaments s'inscrit dans le cadre de la lutte et de la prévention de la maladie à virus Ebola dans la région de Kayes. La compagnie Randgold, dans ce cadre de ses responsabilités sociétales, a voulu venir en aide à la région de Kayes. Depuis que l'information est tombée, Dr Marc Brissot n'a cessé d'appeler et lui-même est en route pour essayer de voir dans la mesure du possible d'aider la région vraiment à lutter contre ce fléau-là. Le gouverneur de région s'est réjoui de cette action humanitaire de Randgold Resources et invite les autres sociétés à lui emboîter le pas. Nous avons là encore une manifestation de gestes citoyens. Nous avons lancé un appel. Nous sommes face à un fléau. Il ne peut être contré par aucun groupe seul. Ils ont compris qu'ils sont également concernés. Ils ont compris que nous pouvons avoir des moyens limités. Nous serons encore mieux armés pour faire face à toutes les éventualités. Puisqu'en parcourant la liste, on se rend compte que la liste a été élaborée avec les services compétents maliens qui ont exprimé les besoins que nous avons et ils ont tenu à respecter ces besoins-là. Encore une fois, merci. Et encore une fois, j'en appelle à tous les autres pour que ce geste-là puisse les inspirer, pour que tout le monde prenne conscience que c'est seulement ensemble que nous allons dire stop à Ebola ici et le bouter hors de chez nous. Cette action ne sera pas la dernière selon le représentant de Randgold Resources qui a annoncé un deuxième lot de 40 millions de francs CFA. Santé toujours, la Commission nationale Polio Plus Mali du Rotary vient d'initier une marche de sensibilisation afin de lutter contre la poliomyélite. L'événement s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de lutte contre cette maladie à Guibou Kouroubari. La Commission nationale Polio Plus Mali du Rotary veut informer les populations des efforts entrepris dans la lutte contre la polio et inciter les bonnes volontés à faire autant. Partis du CICB, les Rotariens se sont rendus sur la place du boulevard de l'Indépendance en passant par l'école normale supérieure. Pour la présidente du Rotary Club Bamako Rive Droite, tant qu'un enfant reste infecté, tous les autres dans tous les pays risquent de contracter la poliomyélite. Le Rotary Club Bamako Rive Droite, dans le cadre de ses activités de l'année rotarienne, a organisé cette marche pour révéler la phase ultime du combat contre la poliomyélite. 1% à en finir. Juste ça. La Commission nationale Polio Plus Mali du Rotary s'est beaucoup investie dans la lutte contre la polio. Pour preuve. Quoi de plus rassurant pour nous qu'une victime de la polio vienne nous dire, nous en tant que Rotariens contributeurs, que notre combat il est noble, notre combat il est juste. Et rien que cela nous suffit en tant que Rotariens pour être davantage engagés dans ce que nous faisons. Et ce combat, nous y croyons, parce que nous sommes arrivés à 99% et nous savons que les 1%, nous pourrons y arriver. L'événement a été mis à profit par les Rotariens pour distinguer certaines personnalités pour les efforts qu'elles ont déployés dans le cadre de la lutte contre la polio. Très unis, très comblés. Et nous vous dirons tout simplement que cette distinction-là sera pour nous une source supplémentaire de motivation. Auparavant, au CICB, les Rotariens ont suivi avec attention l'historique de leur organisation et la présentation du programme Polio Plus de Rotary International de la Commission nationale Polio Plus Mali, un programme jugé satisfaisant selon les initiateurs. L'ambassade des Pays-Bas au Mali signe une convention de financement de 3 programmes régionaux de promotion de la santé et de la reproduction d'un coût total de plus de 8 milliards de francs CFA. Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la santé et de la reproduction. Reportage Lamine Keïta. À travers cette signature de convention de financement entre les Pays-Bas et 3 ONG nationales,
Les acteurs locaux des régions de Ségou, Mopti et Tombouctou vont pouvoir améliorer la santé de la reproduction et les droits reproductifs et sexuels des communautés. C'est également une occasion pour renforcer la lutte contre les pratiques néfastes, la promotion et le respect des droits des femmes et des filles. Nous comptons mettre en place un cadre de partenariat commun pour favoriser les actions de synergie et de partage des meilleures pratiques en matière de promotion de la santé sexuelle et des droits reproductifs. La communauté, je parle des hommes, des femmes, des filles et garçons, sera au centre de nos actions, à la fois comme acteur de mise en œuvre et bénéficiaire. Pour l'ambassadeur des Pays-Bas au Mali, ces programmes s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques 2014-2018 de la coopération néerlandaise visant à soutenir les politiques de développement en matière de la santé et de reproduction. Le défi à relever est grand, très grand. Les thématiques à adresser sont sensibles et la stratégie choisie complexe à la dimension de cette sensibilité. Il s'agit de susciter et d'accompagner une dynamique de changement. Changement allant dans le sens de l'équité du genre, du respect des droits. Ces programmes régionaux sont financés à plus de 8 milliards de francs CFA sur une durée de 5 ans. Ils seront exécutés par les ONG nationales, l'Association de soutien au développement des activités de la population ASDAP, l'aide à l'Église norvégienne, le consortium Family Car International, conseil et appui à l'éducation à la base. L'impact du conflit sur les droits des femmes et des filles au Mali, quel partenariat avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est le thème d'un séminaire de haut niveau qui vient de prendre fin ici à Bamako et on fait le point avec Ramata Konate. À la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, l'heure est à l'identification des bonnes pratiques pour plus de protection des droits des femmes victimes de la crise du nord du Mali. Après 3 jours de travaux sur la question, les participants ont formulé plusieurs recommandations. Il est important qu'il y ait effectivement un plan d'action axé sur la formation sur les instruments juridiques régionaux internationaux de protection des droits des femmes, formation sur les mécanismes, comment rédiger la plainte, à qui elle doit s'adresser, quelles sont les conditions de recevabilité. Ensuite, il a été question de créer un observatoire des droits de la femme qui aura entre autres missions de renseigner les différents acteurs, notamment la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, sur la situation des droits de la femme et sur les violations dont elle fait l'objet. Nous avons demandé à mettre en application la loi sur l'indemnisation des victimes. Cet exercice de 3 jours marque la fin d'une année d'implication de cet organe dans le combat pour le bien-être de la femme malienne. Interrogés sur l'impact de la crise du Nord sur les femmes, les organisateurs ont présenté un triste tableau. Il y a eu effectivement un bon nombre de violations des droits de l'homme, indépendamment du droit à la vie qui était visible. Il y avait aussi d'autres violations collatérales liées au déplacement interne des populations, à la question des réfugiés, la situation des enfants soldats. Cependant, la commissaire Maître Soyata Maïga assure que son organe n'a jusque-là reçu aucune plainte émanant de ses victimes. Cela est dû en partie, selon elle, à la méconnaissance de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, un instrument juridique de l'OUA créé il y a 27 ans. Le ministère de l'Équipement des Transports et du Désenclavement et son partenaire de la compagnie tunisienne offrent 2 billets d'avion à la Fédération nationale des handicapés. Ce geste se situe dans le cadre des mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Inaba, compte rendu. Ces 2 billets d'avion offerts par une compagnie aérienne de la place est une réponse à une sollicitation du gouvernement malien en faveur de Boubacar Traoré. Ce conseiller technique au ministère de l'Action humanitaire souffre depuis un certain temps d'une maladie qui nécessite une évacuation. Ces billets donnent désormais le sourire à ces malades et aux plus hautes autorités pour services rendus en ces mois de solidarité et de la lutte contre l'exclusion. C'est dans ce cadre-là que le ministère a offert ces 2 billets. Et pour montrer aussi la coopération et la collaboration qui existe entre la Tunisie et le Mali. Pour les malades qui vont partir, le malade et son accompagnant, ils ne vont ils ne vont rien payer.
Au Mali, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale sont une préoccupation du gouvernement. Le fait d'accompagner ce malade, de lui offrir la possibilité d'être accompagné par un autre accompagnateur de son choix est un élément fort que la compagnie tunisienne a voulu aussi démontrer qu'elle est là, non pas seulement pour faire des activités uniquement de transport, mais aussi pour participer auprès de la population, auprès du pays, toute son affection sur le mois de solidarité. Pour clôturer ce mois d'octobre, le département de l'équipement, des transports et du désenclavement envisage d'organiser dans les prochains jours une série d'activités, parmi lesquelles le lancement d'une opération d'implantation de panneaux de signalisation pour personnes handicapées. Action de bienfaisance toujours, remise de dons au ministère de la Culture par Qatar Charity. Parmi ces dons, un logement social attribué à l'artiste musicienne Aïe Arbi. Compte rendu, Modibo Soare. Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion initié par le gouvernement du Mali depuis 20 ans est un moyen d'associer un grand nombre d'acteurs à la solidarité nationale. C'est fort de ce constat que le ministère de la Culture a lancé un cri de cœur auprès des généreux donateurs, une première au niveau du département. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance aux généreux donateurs depuis le Qatar Charité qui ont jugé opportun d'offrir à votre département des machines à coudre, des brebis, 4 vaches laitières, un logement social, une mosquée, un forage. Et parmi les bénéficiaires de ces dons, l'artiste Aïra Arbi pour avoir choisi le département de la culture comme lieu de refuge pendant l'occupation des régions du nord du Mali par les djihadistes et autres groupes armés. Je ne peux que remercier le ministère de la Culture et Qatar Charity. Une maison, c'est une grande chose. Une maison, c'est grand, c'est bon. Je suis très heureuse et contente. Certes que je suis chez moi, au Mali, à Bamako. Mais cela ne veut pas dire que j'oublie Tombouctou. Le ministre Ndiaye Ramatoulaye Diallo a, au nom du gouvernement, remercié Qatar Charity pour ce geste humanitaire. Nous voulions, à notre façon, magnifier ce mois de solidarité par notre modeste contribution. N'ayant pas tous les moyens, nous avons quand même la richesse d'avoir des partenaires comme Qatar Charity qui nous permettent de faire le bonheur de beaucoup de personnes, de beaucoup de sœurs, de frères parmi nous ici. Qatar Charity est une organisation qui intervient dans plusieurs domaines. L'éducation, la santé, la construction de mosquées, des logements sociaux, le parrainage des enfants orphelins et bien d'autres activités humanitaires. Sur un tout autre sujet, la communauté internationale célèbre demain, 1er novembre, la journée de la jeunesse africaine avec comme thème réaliser le potentiel des jeunes femmes africaines. Nous vous proposons la déclaration du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Mamadou Gaussou Diarra. Il est au micro de Alassane Djombeli. Au plan national, le thème retenu est la lutte contre la dépravation des mœurs en milieu jeune. Cette thématique est à mettre en corrélation avec les préoccupations des plus hautes autorités du pays, soucieuses de l'enrichissement moral, culturel et civique de notre jeunesse. Chers amis jeunes, hommes et femmes, nous vivons certes une civilisation qui se veut de l'universel. Cependant, que serions-nous sans les valeurs qui ont fait la grandeur de nos empires, le rayonnement de notre civilisation, la fierté de nos parents, ces valeurs qui sous-tendent notre humanisme, notre maya. À l'heure de la globalisation, nous cherchons à ressembler à d'autres avec des comportements qui ne sont pas de chez nous. Des tenues qui couvrent à peine, des mèches de cheveux bleus ou blanches sur des têtes noires, des teints blanchis voire avachis, le pantalon qui tombe ou mis à l'envers, le jean délavé et blessé, ne plus savoir dire bonjour, prêter attention, respect et assistance aux personnes plus âgées, ne plus avoir cette déférence due aux maîtres, aux parents, l'alcool, la drogue, ou bien devons-nous rester nous-mêmes, une génération qui cultive la vertu, la correction, l'amour du travail bien fait, motivé par la réussite, une génération qui cultive l'amour de la patrie. C'est pour y répondre que le département de la jeunesse et de la construction citoyenne a lancé le concept de génération Dambé, une génération de jeunes qui incarnent les valeurs de notre société, notre identité culturelle. Un plan d'action pour lutter contre la dépravation des mœurs en milieu jeune est en cours de finalisation avec l'implication des différents acteurs concernés par la question. Mieux, la réactivation de l'éducation pionnière, surtout l'établissement du service national des jeunes, l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme national de construction citoyenne permettront à terme de renverser la tendance, j'en suis convaincu.
Voilà, il faut rappeler que le ministre de la Jeunesse est depuis ce vendredi donc à Addis Abeba pour prendre part à ces travaux. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Relations avec les institutions s'est envolé mercredi pour participer à la 332e session du Conseil d'administration du Bureau international du travail BIT qui se tiendra du 30 octobre au 15 novembre 2014 à Genève en Suisse. À cette importante rencontre internationale à laquelle le Mali prendra part en qualité de membre du Conseil d'administration du BIT pour la période 2014-2015. Plusieurs questions à l'ordre du jour seront examinées, entre autres les migrations de main-d'œuvre, l'évaluation de l'impact de la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Le réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali, APEM, a fait une observation sur le déroulement du RAVEC. Cette opération a mobilisé 70 observateurs du réseau comme observation majeure. L'APEM déplore la non-participation de la Commission nationale indépendante CENI à cette activité. Reportage Moussa Fane. Pour le bon déroulement des opérations d'achèvement et de pérennisation du recensement administratif à vocation d'état civil, RAVEC, le réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali, APEM, a déployé 70 observateurs à travers le pays. Les responsables du réseau étaient face à la presse ce matin pour faire les points des observations recueillies par les équipes qui étaient sur le terrain. Pour ces opérations, il faut noter la non-implication des partis politiques et leur relative indifférence. Quant à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, elle n'a pas supervisé les opérations d'achèvement du RAVEC. Le réseau APEM, soucieux de l'apaisement du climat sociopolitique, tire la sonnette d'alarme et interpelle tous les acteurs à œuvrer pour le respect des engagements pris au nom du peuple malien vis-à-vis de la communauté internationale. Le réseau a recensé certaines insuffisances liées aux opérations d'enrôlement qui s'expliquent par la faible implication de la société civile. Pour des élections libres, fiables et démocratiques en 2015, il est urgent que nous puissions disposer d'un chronogramme électoral. Le réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali a aussi formulé des recommandations qui sont entre autres la mise en place d'un cadre de concertation entre le gouvernement et les organisations de la société civile et l'implication des partis politiques dans les opérations d'achèvement du RAVEC. Élections législatives, circonscription électorale de Yorosso, la campagne électorale pour le scrutin prend fin ce vendredi 31 octobre 2014 à minuit. À cet effet, le président de la CENI, Mamadou Djamotini, s'adresse aux candidats et aux électeurs de la circonscription électorale de Yorosso. Il est au micro de Ali Djoumatina. La CENI n'a constaté durant ces 20 jours de campagne aucun acte susceptible de compromettre la sérénité du scrutin du dimanche 2 novembre 2014. Pour justement le jour du scrutin, je voudrais rappeler l'article 75 de la loi électorale qui dispose. Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires ou autres documents. Mesdames et messieurs les électeurs du cercle de Yorosso, pour le vote, il est bon de rappeler les deux dispositions suivantes de la loi électorale. Article 88. Le vote est personnel. À son entrée dans le bureau de vote, l'électeur fait constater son identité par sa carte NINA. La carte NINA est l'unique document d'identification admis dans le bureau de vote. Le citoyen inscrit sur la liste électorale, mais ne disposant pas de sa carte NINA, ne peut en aucun cas être admis à voter. Article 91. Tout électeur atteint d'infirmité certaine, le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe ou de le glisser dans l'urne, peut se faire assister par un électeur de son choix. J'invite les 44 225 électrices et 43 459 électeurs du secteur de Yorosso à sortir massivement le dimanche 2 novembre 2014 pour exercer leur droit de vote dans une atmosphère bon enfant. Pour être tout à fait complet, après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats de l'ADP Maliba et de l'URD pour le premier tour de l'élection législative partielle de Yorosso.
L'ambassadeur du Mali au Sénégal, Moulay Ali Khalil Askoufare, a rendu visite jeudi dernier aux détenus maliens à la maison d'arrêt pour femmes et au camp pénal de Liberté 6 à Dakar. L'ambassadeur a profité de cette occasion pour donner des informations sur la situation sécuritaire au Mali et les pourparlers d'Alger. Les principales préoccupations exprimées par les détenus étaient leur transfèrement au Mali. L'ambassadeur a insisté sur la procédure à suivre en la matière. Une mission de supervision nationale des activités du projet PNUD de Fonds mondial pour l'environnement en partenariat avec la direction régionale de l'agriculture vient de boucler une visite de terrain dans les communes rurales de Sinzana à Ségou et celle de Mpesoba dans la région de Sikasso. L'objectif de la visite vise à constater la réalisation faite sur les parcelles de démonstration pour la campagne 2014-2015. Reportage Abdurrahman Singari. L'objectif de cette mission conjointe du Fonds mondial de l'environnement PNUD et de la DENA vise à constater le niveau de la réalisation des activités programmées sur les parcelles de démonstration pour la campagne 2014-2015. À Sinzana, tout comme à Mpesoba, la mission a pu constater le bon déroulement de la campagne. Les paysans collaborateurs ont exprimé leur satisfaction, même s'il reste quelques imperfections à corriger, telles que l'application de la fumée organique conformément à la fiche technique. Du côté de Sinzana, nous avons constaté que les parcelles implantées sur les mesures agro-silvopastorales résilientes, le programme a été bien exécuté à ce niveau. Et on est à peu près à quelques 95% de mise en place des parcelles. L'état de culture est très bon à ce niveau. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de Mpesoba et les parcelles aussi se présentent dans un bon état. Nous avons vraiment une satisfaction générale de tout ce que l'on vient de voir du point de vue physionomie de la campagne. Nous avons constaté que les variétés qui ont été proposées dans le cadre du changement climatique sont des variétés appropriées et adaptées à ce contexte au niveau de la localité visitée. Le projet PNUD, Fonds mondial pour l'environnement, œuvre pour une amélioration de la capacité d'adaptation et la résilience face au changement climatique dans le secteur agricole du Mali. Activité similaire en deuxième région, là-bas, la commune de Massantola, dans le cercle de Kolokani, a reçu la visite de la mission de supervision du projet à améliorer la capacité d'adaptation et de résilience face au changement climatique dans le secteur agricole. Cette mission juge satisfaisante les activités agricoles et forestières menées au titre de la campagne 2014-2015. Reportage Brema Kone. La mission de supervision des activités du projet a amélioré la capacité d'adaptation et la résilience face au changement climatique dans le secteur agricole visite les parcelles de démonstration. Elle échange avec les paysans collaborateurs de la commune de Massantola. Au total, 35 parcelles de démonstration ont été réalisées avec 35 bénéficiaires. Et en plus aussi, il y a eu 2 bosquets villageois aussi qui ont été réalisés. Donc toutes ces activités sont beaucoup focalisées sur la diffusion des variétés des semences à cycle court, les semences de maïs, de mil, de sorgho, et aussi l'agroforesterie. À Massantola, Toumaï Koulibaly se targue d'avoir fait du bien à ses baies de labour en cultivant une parcelle de dolique, une culture fourragère. Diosama Traoré du village de Seratoma, qui a sa première année dans l'agroforesterie, dit être certain des bienfaits de cette pratique. Il emboîte ainsi le pas à Djeraba Koulibaly de Sabougou, qui a sa 2e année et qui se réjouit de l'eucalyptus florissant et de la quantité d'arachides récoltées dans son champ d'1 demi-hectare. Tous sont unanimes que le projet changement climatique contribue à l'amélioration des rendements agricoles et forestiers. Nous sommes vraiment satisfaits des résultats que nous avons obtenus. Nous avons fait l'examen des plans de développement économique et social des différentes communes dans lesquelles nous intervenons pour que déjà les maires essaient d'intégrer les aspects de changement climatique dans ces PDC. Le projet changement climatique était initialement financé conjointement par le Fonds mondial pour l'environnement FEM à travers le Fonds pour les pays moins avancés, le PNUD, et le gouvernement du Mali. Un financement supplémentaire de l'Agence canadienne pour le développement international ACDI permettra de prolonger la durée de vie de ce projet jusqu'à juin 2015.
L'ONG collectif des femmes pour l'éducation, la santé familiale et l'assainissement et son partenaire, la fondation luxembourgeoise Raoul Folero, viennent de mettre à disposition des populations de Kaka une maternité, une localité située dans la commune rurale de Sibi. La maternité a été réalisée à hauteur de plus de 41 millions de francs CFA. Compte rendu, Sokona Kamisoko. Désormais, les femmes de Kaka, localité située dans la commune rurale de Sibi, n'auront plus à parcourir une vingtaine de kilomètres pour les consultations prénatales ou pour vacciner leurs enfants. Elles viennent d'avoir leur maternité. L'initiative a été accueillie avec joie par les habitants de la zone. L'infrastructure comprend une salle d'accouchement, une salle de repos, une salle de consultation, une salle de soins, une pharmacie, 2 latrines et un fourrage pour un coût de plus de 41 millions de francs CFA. Elle a été réalisée grâce à l'ONG Collectif des femmes pour l'éducation, la santé familiale et l'assainissement et son partenaire, la fondation luxembourgeoise Raoul Folero. Elle permet d'améliorer la santé des femmes rurales grâce à un suivi régulier des consultations prénatales et postnatales d'une part et de réduire d'autre part le taux de mortalité infantile avant, pendant et après l'accouchement de nos braves femmes. Avec une population de près de 27 000 habitants en 2013, la commune de Sibi ne dispose qu'un médecin, une sage-femme, 15 matrones, 3 infirmiers et 3 aides-soignants, soit une sage-femme pour environ 13 770 femmes, alors que les normes recommandent une sage-femme pour 5 000 femmes. Les donateurs ont invité les autorités coutumières, administratives et politiques de la commune rurale de Sibi à une meilleure gestion du centre au bénéfice des populations. L'État, par ma voix, remercie et félicite chaleureusement le COFESFA Iriwaton et tous ses partenaires pour tout ce qu'ils font et continuent à faire pour nos collectivités dans le cadre de leur développement. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'ONG COFESFA Iriwaton a remis 3 tricycles ambulances, répartis entre les communes de Sibi, de Bankoumana et le village de Kaka. La cérémonie a été agrémentée par la prestation des artistes du terroir. Autre grand titre de cette édition, l'orpaillage traditionnel au Mali, c'est plus de 20 tonnes par an et fait vivre 2 millions de Maliens. Dans la petite ville de Kokoyo, région de Koulikoro, cercle de Kangaba, l'activité nourrit plus de 12 000 personnes. Pour rendre plus formelle l'activité, la société indienne Maifa Mining Corporation commencera ses activités officielles le 1er novembre, c'est déjà demain. Nos envoyés spéciaux, Nyanya Aliou Traoré et Gaoussou Touré, nous font découvrir d'abord la localité de Kokoyo. Voici le reportage. Kokoyo, une localité située à une quarantaine de kilomètres du cercle de Kangaba. Ici, la principale activité génératrice de revenus, c'est l'orpaillage. Je suis née ici à Kokoyo, je ne connais que le travail de l'or. Avec mon mari, nous gagnons convenablement notre vie. Il y a des années de cela, Kokoyo n'était qu'une ville fantôme. La découverte de l'or a complètement changé les donnes. C'est en 1992 que la ville de Kokoyo a été connue du grand public. La recherche du sol de la ville a amené beaucoup de personnes et elles gagnent tous des millions. Différentes nationalités et ethnies se côtoient dans la petite bourgade. Je suis orpailleur ici à Kokoyo. Je gagne bien dans mon travail et mes gains peuvent atteindre jusqu'à 2 millions de francs CFA. D'autres nationalités s'intéressent également à la localité, comme le patron de cette société, Maifa Mining Corporation, un Indien. À travers cette société, Anil Koul compte participer au développement du Mali. On construit cette facilité ici pour les recherches et pour les tests de matériaux minéraux, pour déterminer si le matériau c'est bon, si c'est pas bon. Landmark est une société internationale d'investissement. Nous sommes au Mali depuis 4 ans et nous sommes heureux de prendre part au développement du Mali. La société Maifa est installée au Mali depuis plus de 5 ans. Sa spécialité, c'est le traitement de minerais bruts à partir de cette machine qui fonctionne à l'eau. C'est un camp prototype pour faire les essais de tous les échantillons, de tous les mines, de tous les permis miniers qu'a l'entreprise.
Nous, le matériel, à peu près 2 tonnes chaque moulin et à peu près 2500-3000 litres d'eau. Maïfa a à son actif une 50aine d'employés, en majorité des Maliens. Je suis là, ça fait 1 an. Bon, vraiment, tout va bien. J'ai fini mes études, j'ai pas eu le travail, je me débrouille ici. L'installation de la société est saluée par la population. La société Maïfa a déjà fait ses preuves dans notre ville. Elle a construit à ce jour un forage ici à Kokoyo et 2 à Dagam. Maïfa a déjà construit un pont dans la localité et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans cette zone, nous aidons les communes beaucoup. Maintenant, nous juste fini les ponts ici. Nous dépensons presque 40 millions CFA. Le programme pour les prochaines années ici, c'est pour construire une école pour les enfants de la Haut-Pailleur dans cette zone et aussi un centre de santé pour les enfants aussi. L'usine proprement dite sera fonctionnelle à partir du 1er novembre. L'inauguration du test de l'unité de traitement se fera sous la présidence du ministre des Mines. Voilà, la localité de Kokoyo. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Demain 10h-13h, retrouvez Amara Malé Diallo et à 20h, Ibrahima Djambélé. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.